Le procès des viols de Mazan s'est poursuivi cette semaine avec la première prise de parole de Dominique Pellicot, un moment extrêmement attendu qui aurait pu ne pas avoir lieu. Jusqu'au dernier moment, le procès a été suspendu à l'état de santé du principal accusé. Dominique Pellicot a été hospitalisé en urgence le week-end dernier pour une infection rénale, des problèmes de santé qui avaient commencé plusieurs jours auparavant. Ils auraient pu être anticipés, mais il n'en a rien été. Une prise en charge lamentable, voilà le mot lâché par l'avocate de Dominique Pellicot. Comment justement sont pris en charge les détenus malades? Qui décide des soins à leur fournir ou de leur hospitalisation? L'offre de soins est-elle suffisante? Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice au service de bfmtv.com. Vous étiez cette semaine à Mazan et vous allez nous raconter toute cette question de la santé de Dominique Pellicot qui a été au cœur de la semaine. Bonjour Mathieu Quinqui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la section française de l'Observatoire international des prisons et on va essayer de mieux comprendre avec vous comment sont pris en charge les malades qui se trouvent en prison. Mais d'abord, Justine, revenons donc sur ce qui s'est passé cette semaine au procès des viols de Mazan et la dégradation de l'état de santé de Dominique Pellicot sur plusieurs jours, qui a entraîné une interruption, puis même une suspension de ce procès. Alors, on est lundi 9 septembre. Les dates, elles vont être très importantes dans le déroulé de ce qui s'est produit à la cour criminelle du Vaucluse. Donc, ce lundi-là, Maître Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, explique qu'à l'ouverture de l'audience, son client est malade, qu'il a des douleurs intestinales, qu'il a possiblement une infection urinaire et elle demande une dispense d'une journée, le temps qu'il se rétablisse, parce que la journée du lendemain, le mardi, va être très importante. C'est normalement le jour qui est prévu pour l'interrogatoire de Dominique Pellicot et on sait que sa parole est attendue. Alors, on retourne à l'audience le mardi matin. Mais là, Dominique Pellicot ne va pas mieux. Il a même été hospitalisé dans la journée du mardi pendant 1 heure, on nous dit. Il est donc absent à nouveau le mardi du procès. Et dans la soirée, le président de la cour criminelle du Vaucluse nous lit un certificat médical qui a été établi par un médecin qui estime qu'il n'y a plus de contre-indication à sa présence, donc le lendemain. Sauf que le mercredi, Dominique Pellicot n'est visiblement toujours pas en état d'être présent dans le box des accusés et de répondre aux questions. Non, à l'ouverture de cette audience mercredi, c'est à nouveau Maître Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, qui prend la parole. Et là, elle va nous décrire un homme manifestement malade. Elle vient de le rencontrer donc dans les geôles du tribunal. Elle dit qu'il était allongé, fiévreux, qu'il lui dit qu'il a des vomissements, qu'il a fait un malaise. Et on le voit apparaître quand même brièvement dans le box. Il est monté dans la salle. Et là, on voit un homme, je rappelle, il a 71 ans. Il est appuyé sur sa canne, il a des difficultés à marcher, il est très pâle, il s'assoit sur son banc, mais visiblement il est pas très confortable et il se tient la tête. Donc dans ces conditions, impossible de le faire comparaître, impossible de l'entendre et une nouvelle dispense est prononcée, ordonnée par la cour. Et dans l'après-midi, à 17h30, le président de cette cour criminelle donne à nouveau des nouvelles. L'état de santé de Dominique Pellicot s'est aggravé. Il est dans la capacité de comparaître à ce moment-là jusqu'à la fin de la semaine. Alors là, on se dit qu'il va être soigné, qu'on va tout faire en sorte pour qu'il soit rétabli et qu'il puisse revenir, évidemment, qu'on puisse poursuivre ce procès. Oui, le procès, il va être suspendu le jeudi soir. Le jeudi soir jusqu'au lundi suivant. Donc si on fait le calcul, ça nous fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours pour se rétablir. On estime, la Cour estime que ce délai est suffisant, mais le lundi matin, très tôt, l'avocate de Dominique Pellicot informe les journalistes. Dominique Pellicot a été hospitalisé le dimanche soir et un bilan sanguin, un scanner ont été réalisés. C'est le premier bilan qui a été fait finalement depuis une semaine pour établir l'état de santé de Dominique Pellicot. Et là, on sait qu'il souffre d'une infection au rein droit, d'un caillot dans la vessie et d'un problème à la prostate. Donc impossible pour lui de revenir donc lundi dernier au procès, jour
cette fois-ci qui avait été à nouveau prévu pour l'entendre. Et le président de la Cour saisit alors un collège d'experts, un médecin légiste, un clinicien, pour évaluer si Dominique Pellicot est en état de comparaître. Donc déjà, s'il est en état de comparaître, mais surtout s'il est en état de répondre aux questions. Parce que ça, les avocats, ils nous l'ont bien précisé. Qu'il soit présent dans le box, c'est une chose. Qu'il puisse répondre, qu'il puisse être en état de répondre pendant des heures d'interrogatoire, c'est encore autre chose. Mais le lundi soir, les deux experts rendent leurs conclusions et ils estiment que le traitement qui a été donné le dimanche soir, donc 24 heures avant, fonctionne, que Dominique Pellicot peut comparaître, il est apte, mais qu'il faut simplement des aménagements comme des temps de repos pour le laisser se reposer pendant l'interrogatoire. Et donc, le mardi, le septuagénaire est présent dans le box. Et c'est là où on est dans le caractère presque ubuesque de cette situation, c'est-à-dire qu'en 24 heures, avec un traitement adapté, il va être en état de comparaître une fois qu'il est soigné avec ce traitement 24 heures, mais ça fait une semaine qu'on n'avait pas fait de bilan et qu'on n'avait pas donné le bon traitement. Oui, et la situation, elle a provoqué la colère de toutes les parties. La colère, évidemment, de l'avocate de Dominique Pellicot, mais aussi la colère des avocats de Gisèle Pellicot, qui, elle, la victime, a vécu pendant une semaine au rythme de l'état de santé de Dominique Pellicot. Alors, l'idée, elle n'est pas de minimiser, de minimiser les faits dont est accusé Dominique Pellicot, mais au vu des enjeux du procès, au vu de l'importance de sa parole, il y a, je rappelle, 50 co-accusés qui mettent en cause Dominique Pellicot. On peut évidemment se poser la question d'une prise en charge adéquate de l'accusé. Il faut savoir que Dominique Pellicot, il a déjà souffert exactement de la même pathologie pendant l'instruction. Et là, le juge d'instruction, c'était pendant un interrogatoire, avait ordonné immédiatement son hospitalisation. Il avait été perfusé et en quelques heures, il était rétabli. Alors, on sait que dans ce cas-là, Dominique Pellicot s'est plaint des premières douleurs le 6 septembre. Donc, on est 12 jours avant qu'il soit rétabli. Selon nos informations, il n'aurait pas alerté l'administration pénitentiaire. Il est possible qu'il ait prévenu l'unité sanitaire de la prison. Là, ça relève du secret médical, on le verra avec vous, Mathieu Quinqui. Et quoi qu'il en soit, le lundi 9 septembre, il s'est vu proposer un rendez-vous, mais uniquement le jeudi. Et ça, pour les avocats, c'est pas possible. 3 jours pour obtenir un rendez-vous médical en urgence, c'est pas entendable. Et il a quand même vu un médecin le mercredi, mais médecin qui lui aurait prescrit, un médecin de la maison d'arrêt du Pontet où il est incarcéré, un médecin qui lui aurait prescrit un médicament qui, là, n'était pas en stock. Donc, il n'a pas pu être soigné et donc, selon Maître Zavaro, le jeudi, le vendredi, le samedi, Dominique Pellicot, il est resté au fond de sa cellule sans aucun soin. Et pour toutes les parties, évidemment, la justice, la victime, les co-accusés, eux, tout le monde a perdu une semaine. Que de temps perdu et de souffrance infligée en plus aux victimes, évidemment. Merci beaucoup, Justine. Mathieu Quinqui, je rappelle que vous êtes le président de la section française de l'Observatoire international des prisons. On ne doit évidemment pas commenter très spécifiquement cette affaire-là. On va essayer de comprendre avec vous comment ça fonctionne. Mais d'abord, juste votre impression générale. Quand on entend le récit de Justine, c'est un dysfonctionnement majeur. C'est à minima le terme qu'on peut utiliser. Il est majeur sur les conséquences qu'il a emportées sur ce procès, mais il est aussi affreusement banal. En réalité, la chance qu'on a dans cette affaire, c'est que les dysfonctionnements du système médical en prison sont mis au grand jour. Mais on sait que nos clients incarcérés en détention, les quelques 78 000 personnes détenues aujourd'hui dans les prisons françaises, rencontrent toutes des difficultés pour accéder aux soins. Effectivement, on peut s'étonner de ce délai extrêmement long pour recevoir une consultation, recevoir un premier bilan de santé, mais par rapport à d'autres cas, c'est aussi extrêmement rapide. Avant de rentrer dans le détail, peut-être qu'il est important de préciser que c'est important, la santé des gens qui sont en prison, même s'ils sont coupables, même si ça n'enlève absolument rien à l'atrocité des faits qui peuvent être leur reprochés, c'est une affaire de dignité et c'est aussi la possibilité absolument indispensable qu'ils puissent
parler, s'exprimer, notamment dans un procès comme celui-là, pour que les victimes aient des réponses. Donc la santé d'un accusé, c'est pas du confort, c'est essentiel. C'est absolument pas du confort, c'est un droit fondamental qui est reconnu comme tel dans les textes qu'ont ratifié les autorités françaises. Dans la loi française, c'est aussi un droit très très important qui doit être protégé et qui impose des obligations positives à l'administration pénitentiaire et au centre hospitalier rattaché à cet établissement pénitentiaire. L'obligation de permettre à la personne de se soigner à un niveau semblable à ceux qu'on connaît à l'extérieur. Alors, c'est aussi un sujet parce qu'on sait qu'à l'extérieur, c'est pas toujours très rose, mais il ne devrait pas y avoir, du seul fait de la détention, une différence de traitement dans la prise en charge d'une personne détenue par rapport à une personne vivant en liberté. Alors faisons de la pédagogie. Les soins en prison, comment ça se passe? Il y a un détenu, il est malade, qui décide quoi? Qui organise les soins? Alors, il faut d'abord savoir que depuis 1994, les personnes détenues bénéficient des soins délivrés par le centre hospitalier de rattachement. Auparavant, c'était l'administration pénitentiaire qui avait ses propres médecins, ses propres personnels soignants. Aujourd'hui, le médecin qu'on rencontre à l'extérieur peut être le médecin qu'on rencontre à l'intérieur. Il y a donc une séparation entre l'administration pénitentiaire et le personnel de santé, une séparation organisationnelle, mais aussi une séparation hiérarchique. C'est-à-dire que l'administration n'a pas en principe le droit de donner des injonctions et des ordres au personnel soignant qui sont indépendants dans l'exercice de leur activité. Le personnel médical a donc la main en réalité sur les soins à prendre. Donc j'ai un détenu, je suis directeur de prison, j'ai un détenu malade, il dit être malade, il dit souffrir, j'appelle l'hôpital et un médecin de l'hôpital va venir. Alors, un médecin de l'hôpital va venir ou un médecin travaillant dans l'établissement pénitentiaire, puisqu'il y a 3 niveaux de soins en réalité. Il y a des unités sanitaires qu'on a évoquées tout à l'heure dans la présentation des faits concernant Dominique Pellicot. Une unité sanitaire, c'est en gros une espèce de dispensaire dans l'établissement pénitentiaire avec un certain nombre de médecins généralistes, parfois des médecins spécialistes, du personnel infirmier qui également intervient et donc ça permet des consultations quotidiennes et le fait de recevoir des premiers soins, des soins en urgence parfois. Lorsque ça nécessite une hospitalisation de courte durée, eh bien là la personne est en principe extraite de la détention et est envoyée pour la journée ou pour quelques heures dans un établissement de santé classique où elle va être prise en charge finalement un peu au milieu des autres patients. Qui décide de cette hospitalisation? Parce que là, c'est exactement le cas de Dominique Pellicot, où il y a un retard colossal. Qui décide du moment où on l'envoie à l'hôpital? C'est l'administration hospitalière qui décide lorsque la personne doit être extraite, mais c'est l'administration pénitentiaire qui décide les modalités dans lesquelles elle est extraite. Et donc là, il y a une difficulté de dialogue entre 2 administrations et des logiques qui sont totalement différentes. L'administration hospitalière est effectivement préoccupée par le sanitaire et l'administration pénitentiaire par le sécuritaire. Je traduis, et si je vais trop loin, vous me corrigez, mais ça veut dire que le médecin peut avoir dit, on prend l'exemple de Dominique Pellicot, même si on fait de la généralité, peut avoir dit Dominique Pellicot doit être hospitalisé demain pour qu'on le traite, et que l'administration pénitentiaire décide qu'elle prend son temps, voir si ça ne s'améliore pas, voir si vraiment c'est nécessaire, et prendre 2, 3, 4 jours pour décider que bon, ok, on l'envoie à l'hôpital. Oui, ou en tout cas pour mettre les moyens pour permettre cette extraction. Et c'est extrêmement fréquent. Et, les moyens, pardon, pour ceux qui l'écoutent. Les moyens humains. Les moyens humains et de sécurisation du transfert de l'accusé. Tout à fait. Oui, parce qu'on le sait aussi, l'administration pénitentiaire est ainsi en pénurie et parfois, vous m'arrêtez si je me trompe, les extractions sont annulées faute de personnel. Oui, c'est l'administration à la charge de ces extractions-là. Et effectivement, elle va parfois devoir faire des arbitrages entre maintenir des personnels au sein de l'établissement, assurer une extraction pour que la personne puisse comparaître à un procès ou comparaître devant le juge d'instruction, et une extraction médicale. Et c'est malheureux que cet arbitrage pèse finalement sur l'administration pénitentiaire parce que les préoccupations de santé, encore une fois, peuvent parfois être vitales. Et dans une enquête qu'on a menée il y a quelques mois sur l'accès aux soins spécialisés, de très nombreuses personnes, aussi bien des personnels soignants que des personnes détenues, nous ont raconté des épisodes où l'administration avait pris l'opportunité de supprimer une extraction, considérant que cette extraction n'était pas utile, n'était pas urgente. Et donc se substitue
à l'appréciation des médecins et ça pose évidemment difficulté. C'est important ce que vous dites là. Qui a le dernier mot? C'est le médecin ou c'est l'administration pénitentiaire? C'est finalement celui qui doit exécuter. En pratique, c'est celui qui doit exécuter, donc c'est l'administration pénitentiaire. Tant que l'administration pénitentiaire ne libère pas, entre guillemets, des surveillants et ne libère pas un véhicule pour conduire la personne hors de l'établissement et à l'hôpital, on est un peu bloqué. Et le médecin, comme la personne détenue, pourront presser, insister en évoquant la situation médicale, l'urgence de l'intervention. Tant qu'il n'y a personne pour la mettre en œuvre, malheureusement, on est bloqué. C'est pour ça que la loi a institué des espaces pénitentiaires au sein de certains hôpitaux, qu'on appelle les UHSI, Unités hospitalières sécurisées interrégionales, qui permettent dans certains établissements, dans certains grands centres hospitaliers, de maintenir des personnes détenues plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, dans l'hôpital pour éviter ces questions d'extraction et assurer finalement des conditions de sécurité plus élevées que ce qui pourrait avoir lieu dans un bâtiment normal et dans un service normal. La surpopulation carcérale, je crois, Justine, on a plus de 150%, c'est ça? 151,3 à la maison d'arrêt du Pontet, donc à Avignon, où est incarcéré Dominique Pellicot. On imagine que ça complique aussi la prise en charge par les systèmes de santé, par les médecins et par l'administration pénitentiaire qui est aussi débordée par tout ce qu'elle a à faire. Oui, alors déjà, il faut savoir que les besoins de santé des personnes détenues sont extrêmement importants, qu'on est face à une population précaire qui a souvent eu des ruptures dans la prise en charge sanitaire. Et donc, quand elle entre en prison, il y a besoin de réparer plein de choses et de faire des bilans de santé importants. Après, la surpopulation, c'est effectivement un sujet majeur parce que on imagine que les listes d'attente s'allongent. Et il faut savoir que le nombre de personnes, de personnel de santé mis à disposition de l'établissement pénitentiaire est calibré sur la capacité théorique de l'établissement et pas sur le nombre de personnes effectivement incarcérées. Et donc, dans des établissements où on compte 150%, parfois 200%, il manque autant de personnel soignant et donc les listes d'attente se rallongent d'autant plus, en plus de créer des difficultés pour favoriser les mouvements au sein de l'établissement pour que là encore des surveillants accompagnent les personnes, non pas à l'extérieur, mais seulement à un étage en dessous ou dans un autre bâtiment pour accéder aux soins. Et on rappelle à quel point tout cela est important, pour la dignité des personnes, qu'elles soient coupables ou non coupables, et pour qu'elles puissent parler quand il y a un procès type Dominique Pellicot et que les victimes puissent avoir des réponses et qu'il puisse y avoir une justice. Merci beaucoup Mathieu Quinqui d'être venu nous voir. Merci beaucoup Justine Chevalier. Affaire suivante, le podcast inédit, c'est à retrouver évidemment sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.